Je voudrais à mon tour, comme mes prédécesseurs, remercier les organisateurs du colloque qui ont pensé à moi pour y donner une communication. Je considère que c'est un honneur véritable. En même temps, je suis un peu embarrassé parce que je vais vous forcer à un changement de registre. On va plutôt aller vers une forme d'anthropologie historique de l'objet, en l'occurrence de l'objet guerrier du premier conflit mondial. Je voudrais vous proposer quelque chose de très incarné et d'infiniment simple par rapport aux deux communications qui ont précédé et qui m'ont d'ailleurs beaucoup impressionné. Dans cette communication, la mienne, donc, il s'agira d'un objet de la Première Guerre mondiale et d'un seul. Donc j'ai élu en quelque sorte une canne de soldat, donc sculptée en 1917, donc sculptée en... Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est assez net parce que de là où je suis, j'ai l'impression que c'est assez flou. Donc une canne sculptée par un soldat en 1917 dans les Vosges et signée de son nom par son propriétaire et son sculpteur, donc Claude Burlou. Ici, vous êtes encore très loin de l'objet, mais rassurez-vous, je vais vous en approcher progressivement. C'est là un exemple de ce que les Français appellent simplement artisanat de tranchée, mais que les Britanniques nomment trench art, donc une terminologie, me semble-t-il, trench art, qui constitue une première justification pour la présence d'un tel objet dans ce colloque consacré précisément aux arts de la paix dans l'Europe en guerre. La seconde justification, sans doute étant, je vais essayer de le montrer, l'esthétique raffinée de cette canne de tranchée, esthétique dont chacun, je pense, pourra convenir dès que nous nous en approcherons d'un peu plus près. Cette approche, je le dis tout de suite, sera incomplète puisque plus de 200 clichés sont nécessaires pour saisir tous les détails de l'objet en question. Il va de soi que je ne donnerai évidemment que les aspects principaux. Dans le cadre de cette communication, j'ai décidé de renverser en fait toutes les règles méthodologiques et d'assumer les risques d'une présentation à rebours de ces mêmes règles, au lieu de partir de ce que je sais, de ce que je suis finalement parvenu à savoir sur cet objet, qui n'a pas été facile. Je partirai au contraire de ce qui fut mon point de départ et de ce qui est le vôtre en cet instant, c'est-à-dire le premier regard sur un objet guerrier, le premier regard fait de surprise, d'ignorance, d'incompréhension et de questions. Et si je choisis ce parcours-là, cette méthode-là ou cette anti-méthode-là, c'est parce que c'est souvent comme cela que se laisse ou ne se laisse pas appréhender les objets de la Grande Guerre, notamment dans les collections muséales ou dans les collections particulières. La plupart des objets guerriers du XXe siècle et de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale est un monde plein d'objets, eh bien, dans ces collections, les objets sont coupés généralement de tout contexte, déconnectés de ce qui fut leur usage social dans l'instant, voire dans l'après-coup. Et c'est là une difficulté majeure, cette coupure, ce défaut, ce déficit, donc présente ensuite pour l'historien, pour l'anthropologue, de grandes difficultés, suscite de grandes difficultés d'interprétation qui sont parfois insurmontables. Ici, je pense les avoir partiellement surmontées, ce qui me permet de vous donner cet exposé. J'ai repéré cet objet, la canne donc, de Claude Burlou, il y a moins de 2 ans, tout à fait par hasard, dans les réserves donc, de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, qui se trouve dans la Somme. Donc la Somme, ce département qui fut un département de jonction, entre les troupes britanniques, canadiennes, sud-africaines, néo-zélandaises, australiennes d'un côté, et les troupes françaises de l'autre, les troupes allemandes bien sûr en face. Donc ce musée qui m'occupe depuis plus de 20 ans et où j'ai appris l'amour des objets de guerre et leur irremplaçable utilité au titre de source historique. Celui-ci, cette canne, porte le numéro 42 229 à l'inventaire. C'est un chiffre élevé car il n'est rentré, c'est comme ça qu'on dit, il n'est rentré dans les réserves qu'en 2002 seulement, soit 10 ans après l'ouverture du musée. Je vais donc partir de lui et de lui seul, de ce qu'il nous apprend, avant de dire ce que m'a livré l'enquête menée dans l'après-coup de la découverte et de la toute première analyse. Je vais commencer par le pommeau
Est-ce que vous voyez suffisamment? Je vais commencer par le pommeau le plus important, la part de l'objet tenu en main au quotidien, un objet, la canne, dont le rôle journalier de réassurance était évidemment central pour les soldats. La canne est propitiatoire, elle est soteriologique, on ne manque pas de témoignages de soldats désespérés d'avoir égaré, perdu, de s'être fait voler leur canne dans les tranchées de première ligne. Ce pommeau, dont on va voir plusieurs angles, ce pommeau donc, est consacré aux chefs d'État des pays belligérants, dont les visages sont sculptés, vous le voyez, avec d'ailleurs une rare ressemblance qui témoigne d'ailleurs de la place massive des journaux au front, de la photographie et aussi des caricatures. En outre, ces chefs d'État sont nommés pour être plus sûrement identifiés, et ils sont nommés en fait, ils sont nommés ici dans une partie que je vous épargnerai, en dessous, ils sont nommés au milieu d'étoiles sculptées dans le bois, d'étoiles qui soulignent encore sans doute leur position de supériorité politique. On trouve donc ici, on trouve donc Wilson, George V, le sultan Mehmed V, Victor Emmanuel, Poincaré, Nicolas II, Guillaume II et François-Joseph. Alors, vous les voyez assez nettement ici, Wilson assez facile à distinguer ici, François-Joseph là, Victor Emmanuel ici. Je tourne, le sultan ici, voilà. Ici bien sûr Guillaume II. Reprenons. Voilà. Ici, Nicolas II, là, Wilson, maintenant, de face. Ici, George V. Je pense avoir Poincaré. Voilà, vous avez ici Poincaré, très reconnaissable, avec son haute forme de chef d'État de la Troisième République. Plusieurs constatations d'importance. En surplomb ici, mais malheureusement, cette partie du pommeau est brisée, la présence du pape Benoît XV, donc en surplomb, dans une position assez peu ecclésiastique, à moins qu'il s'agisse d'une génuflexion. La cassure ne permet pas de tirer la chose au clair. Importance ici donc du pape qui domine l'ensemble des autres chefs d'État et qui peut s'expliquer par la date de début de fabrication de l'objet. L'objet a été daté par son sculpteur, par son créateur et par son propriétaire. 22 août 1917, c'est le mois août 17 de la grande note de paix de Benoît XV, dont le retentissement fut indéniable et qui sans doute a valu à son auteur, le pape lui-même, de figurer parmi les chefs d'État des grandes puissances belligérantes. Ce qui me frappe dans ce pommeau de la canne, c'est que tous les chefs d'État regardent vers l'extérieur. Ils ne sont pas situés en position antagoniste les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas d'un côté les alliés et de l'autre les chefs d'État des puissances centrales, mais ils sont au contraire mêlés de manière assez étonnante, d'ailleurs, compte tenu des modes de représentation de ce qu'étaient les chefs d'État pendant la Première Guerre mondiale. Il est à noter en outre que 2 de ces chefs d'État ne sont plus au pouvoir à la date de création de cet objet, en août 17. François-Joseph donc, est mort en août 1916 et Nicolas II a perdu le pouvoir à l'issue de la Révolution de mars 1917. Ce qui me semble indiquer que le sculpteur a voulu représenter les chefs d'État en quelque sorte originaires, les responsables politiques de la guerre à l'été 14, tout en leur adjoignant ceux qui ont rejoint plus tardivement le conflit, le sultan Mehmed V en novembre 14, Victor Emmanuel, roi d'Italie, en mai 1915, et bien sûr le président américain Wilson en avril 17, quelques mois seulement avant la création ou le début de la création de l'objet que je cherche ici à étudier. Donc, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, dans ce pommeau, c'est la vision au fond politique de l'auteur de l'objet, cette vision en quelque sorte politiquement cumulative de la guerre, marquée par une grande neutralité de point de vue. En tout cas, dans la sculpture, aucune accusation particulière, en quelque sorte, n'est lancée à l'encontre de l'Allemagne ou de l'Autriche-Hongrie.
Il n'y a pas de violence particulière du portrait de Guillaume II ou du portrait de François-Joseph, là où au contraire, cette violence était banale dans les représentations des chefs d'État adverses en France, comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, pendant le premier conflit mondial. Je viendrai ensuite, je précise que sous ce pommeau et après les noms, l'artiste, j'y reviendrai après, excusez-moi, voilà. Sous ce pommeau et après, peut-être est-il utile d'ailleurs de revenir un petit peu sur les, voilà, ici, peut-être revenir à Guillaume II, peut-être, voilà, voyez, ici, le portrait de Guillaume II, donc enchâssé ici, dans ces feuilles de laurier, de chêne, enfin, qui sont une des caractéristiques de l'objet en question. Sous ce pommeau, après les noms, l'artiste a sculpté Souvenir d'Alsace, tout simplement. Il remploie ici une pratique touristique banale, notamment sur les cannes de marche en particulier, et une information importante en petits caractères, bois de houx coupé au Felsenbach le 22 août 1917. Nous sommes donc sur le front d'Alsace, un front calme depuis les combats relativement intenses de 1914-1915. En 17, le sculpteur, donc Claude Burlou, n'était pas ou n'était plus un soldat très exposé sur ce front. Le bois de houx, intéressante précision, c'est un bois tendre et de grain très fin, aisé à sculpter, et Claude Burlou devait s'y connaître pour avoir choisi une branche de houx pour créer l'objet en question et qui donc nous a été conservé. Si l'on descend maintenant de ce pommeau vers le bas de la canne, c'est la présentation que je vais adopter, vous allez en comprendre peut-être la logique, eh bien nous arrivons à un premier nœud, le voici. Un premier nœud. Dans le bois, Claude Burlou n'indique rien de moins, à mon sens, à mon avis, que le sens même de la guerre, de part et d'autre de la canne, en diptyque, séparés par les feuilles d'orier, les feuilles de laurier, les feuilles de palme, donc représentatives bien sûr ici, symboliques de la gloire, et notamment de la gloire militaire, qui sépare ces différents tableaux. D'un côté, vous l'avez ici, donc une Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc, figure emblématique dans l'armée française de 1914-1918, couverte par un drapeau, dont la nudité partielle est couverte par un drapeau sur lequel est inscrit « République française ». De l'autre côté, une scène de retour d'un poilu français face à une Alsacienne dont la coiffe est partiellement cassée ici, mais bien reconnaissable par ailleurs, un bouquet de fleurs à la main, donc en position d'attente. C'est un retour qui, vous le sentez aussi, pourrait être un départ, et pourtant il y a une part de départ dans ce retour, mais il s'agit bien d'un retour. L'uniforme du soldat est l'uniforme de 1915, pas celui de l'été 14, c'est bien un soldat de la fin de la guerre qui revient vers une Alsace reconquise, une Alsace retrouvée. Les inscriptions, ici, sont de grande importance. Donc, sous Jeanne d'Arc, c'est-à-dire sous Jeanne d'Arc, donc, ici, vous l'apercevez, on trouve ces mots, très simples, « Vive la France ». Au-dessus et en dessous de cette scène du retour, des expressions plus ambiguës. « Pour toi, m'a-t-on dit », au-dessus. « Pour toi, m'a-t-on dit », en dessous. « Il faut verser mon sang ». Pour toi, m'a-t-on dit, il faut verser mon sang. Le propos est évidemment tout à fait parfaitement patriotique, avec peut-être la très légère réserve du m'a-t-on dit, avec la seule faute d'orthographe, d'ailleurs, de l'ensemble des mots gravés dans le bois, puisqu'il manque un tiret entre le verbe avoir et le T. Pour autant, m'a-t-on dit, on le verra, effectivement, on le lui a bien dit, en effet, on le lui a beaucoup dit qu'il fallait verser son sang, et j'y reviendrai dans un instant. Sous ce premier nœud se lisent en se déroulant de nouvelles inscriptions qui vont se prolonger sous le nœud suivant. L'une porte sur la vision même de la guerre. Claude Burlou écrit ceci: « Carnage européen et mondial, commencé en France le 3 août 1914, terminé le. » Claude Burlou n'a jamais
terminé son objet, il n'a jamais inscrit, par exemple, le 11 novembre 1918 sur son objet. Il y a donc, première remarque, une dimension chronologique. La date de la déclaration de guerre allemande à la France, 3 août, et non pas le 1er août, qui est la date de la mobilisation générale, que l'on retient généralement et que les opinions publiques ont retenu généralement comme le début de la guerre. Claude Burlou, lui, prend la date officielle de la déclaration de l'Allemagne à la France, alors que 2 jours plus tôt déjà, l'Europe entière, bien sûr, est totalement en guerre. Il met, quand il écrit « Carnage européen et mondial commencé en France le 3 août 14 », il met des guillemets à « en France ». Claude Burlou semble avoir été sensible au fait que la guerre n'a pas commencé en France, à proprement parler. Ou peut-être est-il sensible à la contradiction avec cette date trop exclusivement française du 3 août. Quant au jugement sur la guerre, il est sévère. Carnage européen et mondial, vision large, vous voyez, d'une catastrophe universelle, d'une catastrophe à la fois européenne et mondiale. On est là, au fond, confronté à une forme de pacifisme combattant français banal, qui n'est nullement contradictoire avec le patriotisme et avec l'affirmation de la nécessité de lutter contre l'ennemi. Ne serait-ce que pour une raison simple, c'est en luttant contre l'ennemi que l'on obtiendra, bien sûr, la paix définitive. Et c'est précisément ce que montre le 3e nœud de cet objet. Je continue à descendre, donc le long de l'objet. Ce 3e nœud traite cette fois, et de nouveau en diptyque, du champ de bataille lui-même. Il traite de la vraie guerre, celle du soldat, en quelque sorte. D'un côté, vous le voyez ici, un avion, excusez-moi le maniement, un avion allemand dont on reconnaît très clairement la croix de fer qui tombe verticalement vers le sol, abattu par un canon antiaérien dont 2 servants apparaissent ici sur 2 servants français qui apparaissent ici très clairement sur la droite. Là encore, les mots employés, les légendes en quelque sorte de ce qui est sculpté, les légendes sont importantes. Au-dessus, l'assassin. Un seul mot, l'assassin. L'assassin, bien sûr, c'est l'avion. En dessous, vous le voyez, mais on le tombe. Mais on le tombe, langage populaire, tomber quelque chose, et non pas faire tomber. L'assassin, mais on le tombe. De l'autre côté de cette figuration de la guerre dans sa dimension finalement la plus technologique, de la guerre moderne, eh bien, nous avons l'inverse. La présentation en diptyque ici prend toute son importance. Le sculpteur représente au contraire l'aspect le plus primitif du premier conflit mondial, et notamment du combat de tranchées, puisqu'il s'agit ici d'un corps à corps. Un soldat français, qui se trouve ici sur la gauche, transperce de sa baïonnette, mais on ne voit pas malheureusement la pointe du fusil qui a été ici brisée. Un soldat français transperce de sa baïonnette. Un soldat allemand, qui se trouve là, de taille plus grande, porteur non pas du casque, mais d'un simple calot, et porteur, vous voyez, d'un large couteau de tranchée, d'une taille démesurée d'ailleurs, qu'il brandit au-dessus de son antagoniste. Un poignard démesuré, comme pour souligner la cruauté de l'arme et la cruauté de cette pratique des combats de corps à corps qui sont la zone enfouie de la Première Guerre mondiale, je veux dire enfouie dans les mémoires, enfouie dans les témoignages, mais dont tous les objets, notamment les objets des collections muséales, témoignent d'une manière stupéfiante. La légende est d'une grande brutalité et elle se présente sous la forme d'un dialogue, le seul dialogue d'ailleurs existant sur cet objet, un dialogue sculpté dans le bois. Au-dessus, ici, donc de ce combat, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Au-dessus, donc, on lit à 2 reprises « camarade », camarade avec le « K », cette spécificité linguistique de l'allemand constamment utilisée ici, donc en France pour germaniser, en quelque sorte, les mots français, quand on fait parler les Allemands, et le topos ici, de la capacité à travers ce mot camarade, c'est-à-dire le terme requis pour se constituer prisonnier lors de la Première Guerre mondiale, le topos de la capacité supposée des soldats allemands à se rendre lâchement
dès lors qu'ils sont en difficulté, tout en continuant à combattre traîtreusement leur adversaire. Et vous voyez ici donc l'ennemi se rend par ce camarade, tout en cherchant à tuer, puisque l'arme continue d'être brandie. Au-dessous, le soldat français répond « Bandit, voici un camarade ». Ce « voici un camarade », c'est bien sûr la baïonnette qui lui passe dans le corps. Nous sommes en présence d'une mise à mort. Il n'y a pas de merci. Le troisième et dernier nœud est assurément beaucoup plus simple. Il a trait au chef militaire. D'un côté, vous voyez ici Hindenburg, donc le commandant en chef de l'armée allemande, avec son animal éponyme, ici le lion, topos donc de la force brutale allemande. De l'autre, toujours en diptyque, Joffre, ici, avec son animal éponyme, donc le renard, ici topos de l'habileté française, démontrée dans le cas de Joffre par la manœuvre de la bataille de la Marne, donc en septembre 14. À noter d'ailleurs ici la même discordance chronologique que pour les chefs d'État qui étaient figurés au pommeau, car si Hindenburg est bien au commandement en chef de l'armée allemande au moment où Claude Burlou sculpte sa canne en août 17, en effet, Hindenburg a pris le commandement suprême de l'armée allemande donc en septembre 16. Joffre, au contraire, a perdu son commandement à la même date, septembre 16, à l'issue précisément au fond de la double bataille de Verdun et de la Somme. Et donc, normalement, s'il respectait au fond la chronologie, Burlou, en août 17, aurait dû figurer le général Pétain, qui était le commandant en chef des armées françaises. Donc le sculpteur organise au fond son propre face-à-face entre les deux grands chefs, sans doute parce qu'ils étaient à ses yeux, Hindenburg d'un côté, Joffre de l'autre, les plus emblématiques de la Grande Guerre. Burlou, vous voyez, a fait un choix. Et c'est sous ce dernier nœud, et donc sur la partie la plus proche du sol, la partie de la canne enfoncée éventuellement dans ce sol, enfoncée éventuellement dans la boue, que le sculpteur choisit de se nommer lui-même et de signer son œuvre. Après avoir inscrit « Travailler au couteau à la tranchée », il sculpte les mots suivants, « Burlou Claude », et là il respecte cette inversion qu'on trouve aussi bien sur les carnets scolaires que sur les livrets militaires, « Burlou Claude », 55e territorial d'infanterie, 3e compagnie. Il s'agit donc d'un soldat âgé, versé dans les régiments de seconde ligne de l'armée française pendant la Grande Guerre. Ici, vous voyez, on songe à l'exceptionnel normal de la microstoria italienne. Normal et même banal, Claude Burlou, sculpteur, l'est en effet. En tant que soldat français, je dirais qu'il pense profondément comme tous les autres. Exceptionnel, il l'est aussi à travers l'esthétique d'un tel objet qui témoigne en outre d'une grande intelligence de ce qui se jouait dans cette guerre, dont Claude Burlou était l'un des acteurs et évidemment pas seulement une victime. Nous sommes confrontés, me semble-t-il, à un objet témoignage. Lui-même, Claude Burlou, nous dit sa propre présence dans cette guerre-là, sa présence à cette guerre-là. Un objet témoignage et aussi un récit, si l'on peut dire. Un récit de la France, de l'Europe, du monde en guerre, et, dans une certaine mesure, une interprétation de la guerre dans son ensemble. Une interprétation, si j'osais dire, un peu clausewitzienne, les chefs politiques en haut, les chefs militaires en situation beaucoup plus subordonnée, et lui-même, Claude Burlou, tout en bas. Ce qui m'a le plus frappé dans cet objet, et dès le premier contact avec lui, c'est qu'il me paraît respirer l'intelligence. Je voudrais y insister parce que l'intelligence est un objet très peu travaillé dans les sciences sociales. Alors c'est peut-être le moment maintenant de dévoiler qui était Claude Burlou, ce qui permettra d'avoir de sa canne de tranchée une compréhension peut-être plus profonde et plus sûre. Claude Burlou, mort le 31 janvier 1949, était né le 24 mai 1877. Il avait donc presque 40 ans
lorsqu'il a coupé la branche de houx dans laquelle il commença de sculpter sa canne de tranchée en août 1917. Il était né à Césaria, dans l'Ain, c'était un paysan, fils de sabotier. C'est un des très rares objets à coup sûr paysans que l'on connaisse, que l'on puisse identifier comme tel dans une collection de musée. Un paysan, fils de sabotier, et on s'étonne du coup un peu moins de son talent de sculpteur sur bois à la pointe du couteau, comme il le disait, hein, sur sa canne même. Vu son âge, il avait suivi l'école primaire dans les premières années de la République des Républicains, celle des années 1880, celle des Hussards Noirs et de la Revanche. Et la marque de cet enseignement semble avoir été durable, à en juger aussi bien par les références patriotiques que par sa graphie parfaitement soignée, qui fait totalement référence, bien que les lettres soient sculptées dans le bois, à la graphie donc, des élèves de l'école primaire de la Troisième République. Avant la guerre, il s'était marié avec Marie Chevrolat, c'est donc un homme marié. Elle était née en 1885, et de ce mariage étaient nés deux fils, donc Claude Burlou en guerre et père de famille, comme tant d'autres. L'aîné était né en 1908, il est mort prématurément en 1930. Le second, du nom de Camille, est né en 1909, il n'est mort qu'en 2002. Et la canne de Claude Burlou aurait été commencée précisément au jour anniversaire des 7 ans de Camille, le 22 août 1917. De la guerre de Claude Burlou, on sait malheureusement peu de choses. Son livret militaire indique que mobilisé le 2 août, il était arrivé au corps le 3, c'est la date aussi du début de la guerre sur sa canne, qui correspond exactement avec son arrivée à la caserne, et fut démobilisé à Besançon le 31 janvier 1919. Et son affectation à un régiment territorial s'explique par son âge qui ne l'a pas protégé tout à fait. Il fut blessé au front par un éclat d'obus le 20 septembre 1915, toujours dans les Vosges, ce qui vaudra l'étoile rouge des blessés de guerre. Après la guerre, Claude Burlou a pris une première ferme à Cessin, commune rattachée aujourd'hui à une autre, puis une autre ferme à Taponnas dans le Rhône au début des années 30. Il transforma cette exploitation en exploitation modèle, laissant le souvenir d'avoir été quelqu'un, ce dont on ne sera pas tellement surpris après avoir vu, je pense, un peu visiter l'objet que je vous ai montré ici. Et cette canne de tranchée semble avoir été le seul objet ramené de la guerre par Claude Burlou. Elle était soigneusement entreposée dans sa chambre, avant de l'être dans celle de son fils, Camille, donc mort en 2002 et père de 7 enfants. Camille montrait, dans les grandes occasions, dans les dîners de famille, des déjeuners de famille, Camille montrait donc, cette canne, donc l'or à la fin du repas, preuve évidemment de la valeur qui était attachée dans la famille Burlou à l'objet ramené par Claude. Et Camille reprenait ainsi, en montrant l'objet, Camille reprenait ainsi une tradition initiée par son père, le créateur de l'objet lui-même, Claude Burlou. Claude Burlou faisait de même, hein, montrait de temps en temps cet objet qui le reste du temps restait caché. Il montrait de temps en temps l'objet à ses proches, objet dont apparemment il était resté très fier. La canne de Claude Burlou, une sorte d'objet sacral au fond, dans le cercle familial, dans le cercle des proches. Et ceci explique pourquoi un musée comme l'Histoire de la Grande Guerre l'a récupéré. Après la mort de Camille, en effet, les petits-enfants ne souhaitaient pas qu'un tel objet soit vendu. On le comprend très bien. Il ne pouvait pas non plus être attribué à un seul des héritiers. La seule solution était de le donner à un musée, et c'est pour ça que le musée de l'Histoire de la Grande Guerre de Péronne l'a récupéré et qu'il a pu également le documenter, et d'avoir notamment de pouvoir constituer une fiche autour de cet objet, d'avoir les coordonnées de ceux qui l'avaient donné, ce qui permet évidemment à l'historien ensuite de remonter la piste pour essayer de documenter l'objet en question. Et je terminerai par 2 citations de l'enquête orale auprès justement des petits-enfants de Claude Burlou. Albert Burlou, interrogé le 25 février 2011, qui nous dit « Elle appartient, cette canne, elle appartient à l'histoire ». Et ce propos d'un autre petit-fils, qui lui aussi porte le nom de Camille, le même nom que son père, interrogé le 4 mars 2011, et qui dit « Quelque chose de gigantesque, comme travail et comme message, y est inscrit ». Et à y bien réfléchir, en tant qu'historien de la Grande Guerre, il me semble que ce n'est pas tout à fait inexact. Je vous remercie.